Le canal du Midi faisant partie du paysage du Languedoc, nous avons décidé, dans le cadre de l'activité vélo des AVF, de partir à sa découverte de Toulouse à Marseillan. Nous avons parcouru les 240 km séparant ces deux villes en 5 jours. Quelques images et descriptions du canal vous amèneront peut-être à vous intéresser à ce magnifique ouvrage. Le canal du Midi a été réalisé au XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet, sous le règne de Louis XIV, sa raison d'être étant de relier la Méditerranée à l'océan Atlantique. Le principal problème à la construction du canal était son alimentation en eau, car entre Toulouse et Marseillan, il fallait franchir le col de Naurouze, ligne de partage des eaux entre la Méditerranée et l'océan Atlantique, à 190 mètres d'altitude. La solution fut trouvée par Pierre-Paul Riquet qui alla chercher l'eau dans la Montagne Noire, le lac de Saint-Ferrol, et la chemina par la Rigole jusqu'au seuil de Naurouze. Les travaux ont duré 15 ans entre 1667 et 1682. Il a assuré pleinement son rôle pendant 200 ans, jusqu'à l'avènement de transports plus rapides, les chemins de fer. Tout au long du parcours, nous avons rencontré 63 écluses, l'arrivée de la Rigole à Naurouze, 130 ponts pour le franchissement des voies terrestres et 50 ponts canals pour le passage des rivières et fleuves, ainsi qu'un tunnel. À l'origine, il n'y avait pas d'arbres sur les berges du canal. Il a fallu 3/4 de siècle pour que naisse l'idée d'un projet de plantation. À l'origine, les arbres, les iris d'eau et les saules sont plantés pour stabiliser les berges. En 1764, réalisation d'une plantation de mûriers pour le ver à soie qui se solda par un échec. En 1772, les mûriers sont remplacés par le peuplier d'Italie et en même temps, les maisons des éclusiers sont agrémentées d'arbres fruitiers. À la Révolution, on compte 100 000 arbres. Les premiers platanes apparaissent en 1776, puis leur plantation se développe entre 1820 et 1850. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 42 000, dont une grande partie sont malades. Ils sont atteints par le chancre coloré, provoqué par un champignon microscopique arrivé avec des caisses de munitions de la dernière guerre. La maladie est détectée en 2006. D'ici 15 à 20 ans, ces arbres devront être abattus. Ils seront remplacés par d'autres essences, frênes, tilleuls, ou par une variété de platanes résistantes aux parasites. Tout au long de notre trajet, nous avons pu admirer une multitude de fleurs et de plantes. L'iris jaune, jonc, grande salicère, roseaux, coquelicots, etc. Les voies d'eau offrent un lieu de vie, un espace de nourriture et un abri naturel pour de nombreuses espèces. Mammifères et oiseaux constituent les principales variétés animales sur le canal. Hirondelles, bergeronnettes, loriots, hérons cendrés pour les oiseaux. Les ragondins, les rats musqués croisent les canards colverts, poules d'eau et cygnes. Toutes ces espèces vivent et se reproduisent dans l'environnement du canal. Revenons sur l'histoire du canal et à la nécessité d'adapter, d'améliorer les conditions du trafic. Tout au long de ces 250 km, le canal croise de nombreux cours d'eau, des torrents, des ruisseaux, des rivières de toute taille, voire, à l'approche de la mer, des fleuves, ici l'Orbe et l'Hérault à son embouchure. Ces rencontres d'un nouveau type sont des problèmes auxquels Paul Riquet, dans son château de Bon Repos, a dû longuement réfléchir. Il a laissé la trace de son génie en inventant et en construisant le premier pont-canal établi en France. Cet ouvrage, à Parazas sur le Réprude, est ainsi, à son époque, doublement unique. Unique en son genre et unique sur le canal. Pour la première fois, les bateaux ne passent pas sous le pont, mais sur le pont. Et c'est toujours un peu surprenant. Le canal coupe de nombreux cours d'eau, qui certes lui apportent de l'eau, mais aussi quelques inconvénients, surtout lorsqu'ils sont en crue. Les alluvions, graviers, sable et limon, viennent encombrer le lit du canal. Principalement Vauban,
Puis, Antoine Niquet finalisèrent l'œuvre de Riquet en s'inspirant de ses travaux. Pas moins de 49 aqueducs et ponts-canaux furent nécessaires pour fiabiliser le canal. Il faut attendre le XIXe siècle et la pression d'un trafic croissant pour résoudre les cas les plus pointus sur l'Orbe, le Libron et l'Hérault. Après le franchissement de l'escalier des écluses de Foncérane, l'arrivée du canal du Midi au pied de la ville de Béziers se heurte au fleuve Orbe. Le franchissement de ce cours d'eau est un problème de taille. Paul Riquet décide d'utiliser le lit de la rivière. Le tracé du canal passait donc le port Notre-Dame avant de rejoindre le niveau du fleuve sous la cathédrale Saint-Nazaire. Au fil de l'Orbe, des épanchoirs maintenaient le niveau d'eau nécessaire à la navigation à l'intérieur d'un chenal créé par des rangées de pilotis. Au Pont-Rouge, le canal reprenait un cours indépendant, une porte empêchant les crues de l'envahir. Mais l'Orbe est un fleuve capricieux avec un cours irrégulier selon les saisons. Aussi, en période de basses eaux, le niveau suffisant était assuré par un barrage de retenue situé en aval. Inversement, la traversée pouvait s'avérer périlleuse en période de crue, ce qui interrompait momentanément le transport. Devant l'augmentation du trafic et cette traversée toujours aléatoire et dangereuse que devaient affronter les bateaux, décision fut prise en 1854 de construire un pont-canal enjambant l'Orbe. Les caractéristiques de l'ouvrage, 12 mètres de hauteur, 28 mètres de large, 240 mètres de longueur, avec 2 chemins de halage disposés de chaque côté, en font un des plus grands de France. Sa construction commença en 1857 et sa mise en service intervint en 1858, presque 200 ans après l'ouverture du canal du Midi. La difficulté technique que représentait un tel ouvrage a régulièrement retardé sa construction. Ce nouvel aménagement entraîna une modification du tracé initial. En effet, le canal fut détourné de son cours au niveau de la 7e écluse de Foncérane. C'est ainsi que cette dernière écluse s'ouvrant sur le port Notre-Dame fut condamnée et que l'on remania l'avant-dernière de façon à permettre le dégagement des barques et le raccordement vers le pont-canal grâce à sa 3e porte. L'arrivée sur le pont-canal est saisissante et se passe de commentaires. Le canal se poursuit pour arriver à l'écluse de l'Orbe. Cette écluse très profonde permet de rattraper le niveau initial. Ensuite, c'est le port Neuf, venant en remplacement du port Notre-Dame, implanté dès lors sur un bras mort. Enfin, le canal rejoint l'écluse de Béziers, où il reprend son cours initial et file vers le Libron. La solution du pont-canal n'est possible que lorsque l'altitude du canal est supérieure à celle du cours d'eau et devient en général réalisable en gérant judicieusement le tracé du canal. Mais, à l'approche de la mer, les cours d'eau et le canal sont sensiblement au même niveau. Altitude voisine de zéro et il devenait illusoire d'essayer de passer au-dessus ou au-dessous du cours d'eau. Le croisement du Libron devenait alors une rencontre d'un nouveau type et posait un problème spécifique. Le Libron est un cours d'eau sévinol, insignifiant la plupart du temps, sauf lors de la fonte des neiges, ou lorsqu'il y a un gros orage ou de fortes pluies.
Or, les pluies et les crues si soudaines qu'il a entendues sont nombreuses sur le littoral languedocien. À ce moment-là, le ruisseau insignifiant qu'est le Libron se transforme en véritable torrent, charriant de la boue et des graviers. Son comportement est comparable à celui d'un oued. Lors du croisement, les eaux du canal et du Libron se mélangeaient, ce qui se traduisait par un apport considérable d'alluvions qui enlisaient le canal. Par ailleurs, les crues du Libron devaient être suivies, interrompant la navigation parfois brièvement, mais parfois pendant quelques jours. Quelle solution apporter au croisement du canal et du Libron? Riquet n'a pas eu le temps de résoudre le problème avant sa mort. Pendant un siècle, on se contentera de la traverser à niveau avec tous ses inconvénients. Une première solution vers 1780 a été mise en place. Le système utilisait un radeau mobile, sorte de plateforme dont les extrémités avant et arrière sont fermées par des cloisons en bois, l'ensemble formant une large boulotte destinée à former un lit provisoire à la rivière en crue. Ce radeau épouse la largeur du canal. En temps de crue, le Libron passe dessus la boulotte, sans toucher le canal. Mais si l'on a trouvé le moyen d'éviter les dépôts alluvionnaires indésirables, on n'a pas trouvé celui de maintenir la navigation en temps de crue. Le radeau empêche tout passage. Les péniches devaient attendre. Ce système fonctionnera pendant environ un siècle. La situation actuelle permet de ne pas interrompre la navigation en temps de crue du Libron. En 1855, l'ingénieur Urbain Maguès conçoit enfin l'ouvrage actuel. Comment fonctionnent les ouvrages du Libron? Pour assurer une navigation continue, l'idée est de séparer le Libron en deux bras, que l'on laissera libres tour à tour en cas de crue. Il s'agit d'un judicieux système de deux aqueducs mobiles, mettant en œuvre des moyens de vannes et de demi-bâches. D'abord, hors crue du Libron. On laisse le passage libre en fermant les vannes et en ouvrant les bâches des deux aqueducs mobiles. Ensuite, en cas de crue sans passage de péniche, on arrête les flots du Libron en fermant les bâches et en ouvrant les vannes des deux aqueducs mobiles. Enfin, en cas de crue avec passage de péniche, on arrête les flots du Libron du côté où la péniche arrive en fermant les vannes et en ouvrant les bâches du premier aqueduc mobile. La péniche passe et s'arrête dans le bassin central. Derrière elle, on ferme les bâches et on ouvre les vannes pour laisser à nouveau s'écouler le Libron. On ferme les vannes et on ouvre les bâches du second aqueduc mobile. La péniche passe. Derrière elle, on rétablit l'écoulement du Libron en ouvrant les vannes et en fermant les bâches du second aqueduc. Et le tour est joué. Les eaux du Libron et du canal sont de nouveau séparées et le trafic des péniches a été assuré au prix certes de nombreuses manipulations qui étaient au départ mécaniques et qui aujourd'hui sont électriques. Le barrage sur l'Hérault datant du XIIIe siècle, une pensière établie à la hauteur du moulin des évêques à la Agde, rend le fleuve suffisamment navigable à l'amont pour que Paul Riquet imagine un seul bief de Portirague à l'étang de Thau. Les grandes crues de 1670 l'obligèrent à revoir sa copie. L'Hérault remontant dans le canal produisait d'importants dégâts. Il en profita pour innover une nouvelle fois en concevant la première écluse ronde du monde.
Remarquable ouvrage, à l'origine en roche basaltique, sa mise au format Fresnel en 1978 l'a légèrement bétonné. Cette écluse à 3 voies permet d'orienter les bateaux soit vers l'Hérault inférieur et la mer, soit vers l'étang de Thau en traversant l'Hérault sur le plan d'eau de la retenue. Poursuivant notre voyage, nous avons croisé le canal de la Roubine, reliant le canal du Midi à Narbonne, pour arriver ensuite à la barque de poste. À Capestan, nous allons à la rencontre de Robert Mornay, un cévenol du Vigan qui s'est lancé dans la construction d'une barque de poste à partir de plans de l'époque. Bonjour. Bonjour. Quand j'ai vu ce bateau, j'ai vraiment flashé dessus. Celui-ci, il n'a jamais été construit. Donc on est dans un bateau, c'est une première mondiale. Faut Vigan, parce que personne a cru que je le ferais. Parce que les gens ont considéré que c'était trop énorme. Et en fait, j'ai fait ce bateau avec une scie sauteuse, une défonceuse et puis un rabot électrique. Les bateaux étaient faits avec les bois des pays. Oui. Les bateaux étaient construits à Agde, donc c'était du bois d'ici. Ils étaient construits à Castelnaudary, donc c'était des bois de la montagne noire. D'où vient le terme, le barque de poste? Ben, la poste est une distance. C'est la distance entre 2 relais. Et ça équivaut à 4 lieues. Chaque poste ont changé de chevaux. Ici, dans la maison où vous êtes, qu'on appelle la maison cantonnière, c'était une poste. C'est-à-dire qu'en dessous, dans les écuries, on a la trace des chevaux, les noms des chevaux, etc. Les barques de poste qui faisaient Agde de Toulouse, il y avait 40 bateaux à ce moment-là, ça transportait jusqu'à 100 000 personnes par an. C'est étonnant, mais il fallait 4 jours et demi. À la fin, vers 1836, il fallait plus que 36 heures. Le chemin de fer, la ligne Montpellier-Narbonne-Toulouse, il faut 6 heures pour faire le trajet. À l'époque. À l'époque. Ouais. Donc il n'y a pas photo. Et elles n'étaient pas transformables en bateaux de marchandises. Donc supprimées. Donc on n'a plus eu de traces. Après la barque de la Poste, nous sommes arrivés au tunnel de Malpas. Situé entre Narbonne et Béziers, le tunnel du Malpas est un ouvrage majeur sur le canal du Midi. Suivant les plans de l'architecte du roi, le canal devait faire un long détour et traverser le fleuve Aude, entraînant des difficultés pour la navigation. Pour éviter cela, Riquet choisit de passer outre et de percer la montagne d'Anserune. Cette solution permettra la réalisation d'un bief de 53 km 800 entre les écluses d'Argence et de Foncérane. Le tuf sablonneux constituant cette colline étant très friable et sujet à éboulement, les détracteurs de Riquet demandèrent l'arrêt des travaux. Sans attendre, il déplaça un grand nombre de ses ouvriers. 6 jours après, à l'arrivée de l'intendant du roi et de la commission chargée de lui signifier l'interdiction de creuser, la galerie de 165 mètres de long, 8 mètres de large et 8 mètres de haut est achevée. 8 mois supplémentaires seront nécessaires pour conforter l'ouvrage. En 1679, c'est le premier tunnel-canal du monde et le premier creusé à l'explosif. Cette petite montagne est étrangement un nœud de communication. La voie Domitia, ancienne voie romaine desservant l'oppidum d'Anserune, passant sous la route actuelle, le canal du Midi et le tunnel ferroviaire percé en 1856 passant sous le canal. Une galerie de 1324 mètres traverse également cette colline. Elle fut creusée au XIIIe siècle pour permettre le drainage de l'étang de Montali. Ce tunnel chargé d'histoire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il existe une légende au sujet du tunnel. Tout jeune matelot passant sous le tunnel doit offrir des victuailles à l'ermite vivant sous la route. Notre voyage arrive à sa fin et nous touchons enfin le but final au débouché du canal dans l'étang de Thau, sans oublier notre récompense. Pour réaliser ce film, nous avons rencontré 3 personnages du canal du Midi. Philippe Calas, de Port-Iragne, qui nous a fait connaître le canal grâce à son site internet et qui organise de nombreuses animations. André, le pilote du bateau d'Agde à Béziers, né d'une famille de bateliers, expert en conduite de bateau au pied. Enfin, Robert Mornay, constructeur et animateur de la barque de poste, qui a consacré une partie de sa retraite à cette occupation. Nous remercions ces 3 passionnés qui nous ont aidés à découvrir ce chef-d'œuvre du patrimoine languedocien.